Ouais, c'est ça. Ok. Donc, là, on va commencer à coder. Ok. Donc, heureusement pour nous, j'ai pu récupérer une copie du code source de la clé USB de mon père. Donc, qu'est-ce que ça fait ce charabia? J'en ai aucune idée. Si je savais la programmation, ça se saurait. Donc, si on regarde, on charge les librairies, les modules. On a trois include avec leur nom. On commence à faire, ok, une classe main. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut le set UID. On le place sur le 1000. Ok? Ça se passe où dans le système? On fait quoi? Un cat dans le shadow backup. Visiblement, il y a le fichier shadow qui est sauvegardé. Pourquoi je sais ça? Parce que je vois var, je vois backup et je vois un fichier BAK. Ok? Ensuite, il attend, on sort de l'instruction, il attend quoi? Nouvelle classe qui s'appelle nouvelle fonction void, pardon. Et il fait un get input. Donc là, il attend qu'on rentre quoi? Bah, une entrée. On a un car, on a un buffer. Donc le buffer, il fait quoi? Eh ben, il récupère des caractères. Et c'est quoi? Eh ben, on a 32. Ok? Donc en gros, si je dépasse de 32, je fais un buffer overflow. Ok? Il scanne et il vérifie que les données ont bien été intégrées dans le buffer. Ok? Et ensuite, on a notre main qui fait bah, le get input. Ok? Puisque bah, une fois que ça a été rentré par l'utilisateur, eh ben, c'est passé au système. Ok. Donc, comment ils vous disent ça? Le fichier suite semble attendre 32 caractères d'entrée, puis se termine immédiatement. Cela semble justifier une enquête plus approfondie. Heureusement, je pratiquais l'exploitation de binaire lorsque j'utilisais ce PC. J'ai donc les outils préinstallés. Donc on va utiliser GDB, ok, qui est un plugin pour PwnDBG qui permet de mieux examiner les fichiers binaires. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. On va lui dire quoi? Bah maintenant je connais ton truc, hein, donc je vais te faire un GDB sur quoi? Bah vous avez vu, notre fichier c'est quoi? C'est secret root. Ok, on attend la réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit? 178 commandes, les bases, l'IDA et les fonctions. Reading symbol, no debugging, segmentation fault. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Cela signifie que PwnDB a été initialisé avec succès. Ok? On a vu qu'il a load 178 commandes. Ok? Type PwnEdge DBG pour avoir la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire très simple. Ok? On a initialisé via GDB l'utilisation. Ok, le module, on l'a chargé avec les fonctions de GDB et ça nous permet maintenant d'agir directement sur le programme. Ok, on va venir initialiser notre charge utile, notre buff, notre buffer overflow grâce à PWNDBG. Donc d'abord, il faut qu'on s'assure en fait de la viabilité de notre attaque. Comment on va savoir ça? Eh ben, on va tester de façon séquentielle, de façon cyclique sur nos 32 caractères. Ok? On sait que lui, il attend 32 caractères, eh ben, on va lui faire l'amour, on va lui en donner 50. Ok? De façon cyclique. Et on va voir comment le programme réagit. Ça sera du error based. Ok? En fonction de l'erreur qu'il va nous laisser, eh ben, on va savoir s'il est sensible à notre attaque de buffer overflow. On va faire notre overflow. Comment on fait l'overflow? Eh ben, on va dépasser la case tampon. La case tampon, elle 32 caractères, on lui en met 50. Ok? Donc, l'entrée cyclique, ça va commencer comment? Eh ben, là, on parle de caractères. Ok, il y aura pas de caractères spéciaux. On se base juste avec des lettres. Ok? Donc, ça va faire A, B, C, C, etc., A, F, jusqu'à arriver aux 50 caractères. Et comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est? Eh ben, si on doit très trivialement résumer, là, je sais que je peux mettre
32 caractères, je synthétise, je vulgarise au maximum. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, si là, je commence à ajouter des données, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben là, je viens de dépasser les protections. Ok? Là, j'ai cassé la protection. C'était quoi? C'était la pile mémoire qui était adressée. Et j'avais quoi? C'était notre buffer. Le buffer, c'est quoi? C'est un tampon. Un tampon, ça sert à quoi? À stocker des données. Pas que, mais entre autres. Donc, je dépasse le tampon et j'arrive dans une partie de la mémoire qui n'est pas autorisée. Ok? Donc là, je vais faire un buffer overflow et j'accède à quoi? Eh ben là, c'est des instructions. Des instructions qui vont me permettre d'accéder à une partie de la mémoire qui est protégée. Et donc, bah, j'aurai fait mon overflow. Overflow, j'ai dépassé la pile. Ok? Le tampon, le buffer. Donc, comment on peut faire ça? Bah, on va lancer d'abord notre attaque cyclique. Ok? Et bah, je vais terminer de vous expliquer tout ça quand même. On va pas aller trop vite. On va faire séquentiel. Donc, on va lui faire un R, ok, cyclique, en 50. Et cette commande va exécuter le programme et fournir une valeur de 50 caractères de façon cyclique. Ok? Donc, on reprend et je vais vous montrer brièvement. On a vu qu'on utilisait le car buffer. Le car buffer, c'est quoi? C'est le caractère buffer. Donc on va voir rapidement, je vous ai dit, on va dépasser le tampon. Le tampon, bah, on a des piles mémoire, c'est comme des casiers, hein, vous voyez? Et on a des fonctions pop, push, bref, si vous connaissez pas le C, ça sert à rien que je détaille trop, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on récupère nos librairies et on a une fonction, on a la main, ok? Int, on a une main ici, et qu'est-ce que va faire la fonction main? Eh ben, elle appelle la fonction bah, getInput dans notre exemple, et getInput va récupérer quoi? Eh ben, une valeur et le placer dans le car buffer. Ok? Donc, eh ben là, c'est le même principe, en fait, on va pouvoir, grâce à des car buffers, stocker. Ok? Là, je vais stocker quoi? Car buffer 15, eh ben, c'est un, un tampon au niveau des caractères, ok? Chaîne de caractères qui est égale à 15 bytes, ok? Donc, rapidement, si on résume ce qu'on a vu, je vous ai détaillé, qu'est-ce que ça fait ça? Ok? Déjà, ça va récupérer notre shadowback, mais ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, dans le code source, on voit que la fonction main appellera la fonction getInput. Qu'est-ce qu'elle va faire? Définir un tampon, 32 octets, enregistrer l'entrée de l'utilisateur. Dans quoi? Dans ce tampon. Ensuite, on a la fonction shell. Ok? Donc, qu'est-ce que va faire notre fonction shell? La fonction shell, elle définit les privilèges route et elle va permettre de sortir le contenu de var backup shell. Ok? Set UID 1000, set GUID 1000. Ok? Donc, la fonction shell, on a la fonction getInput et on a notre main. Ok? Qui se retrouve à la fin. Donc, on voit qu'il y a trois opérations, là-dedans. Et le problème, en fait, avec ce programme est que la fonction shell ne sera jamais appelée. Ok? Puisque il y a un débordement de l'entrée de l'utilisateur. Et ça va nous faire quoi? Ça va nous faire notre BOF. Et notre BOF, ça va permettre de passer à d'autres parties du programme. On va faire un bypass, un échappement en fait, hein. Et par conséquent, d'appeler la fonction. Elle ne sera jamais appelée. Donc ça, bah bye bye. Ok? Bye bye, mais ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que nous, on se donne le set UID 1000 et le set GID 1000. Donc on fait notre escalade de privilèges. Ok? Donc revenons. Je vous avais dit j'ai un shell, ouais, patati patata. Non, j'avais pas un shell fonctionnel parce que j'avais un message d'erreur, je ne rentrais pas dans Pwn- Pwnage DBG. OK? Dans PwnDBG.
Donc, si vous avez le même message d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, j'ai quitté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je me suis connecté à la machine Chorizo avec le compte de Pingu. Et le compte de Pingu, on a vu que c'était quoi? C'était Pingu à Pingu. Le même mot de passe. Et là, ça marche. Vous voyez que maintenant, quand je rentre GDB, j'ai bien, je rentre bien dans Ponech DBG. Donc, ça, c'est une chose. On a vu quoi? On a vu qu'il fallait maintenant tester notre cyclique. Cyclique 50, pourquoi? Pour fournir une valeur de 50 caractères d'entrée cyclite. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Un buffer overflow. Et un buffer overflow, c'est quoi? Eh ben, c'est en gros dépasser hein, la pile. Donc, dépasser notre pile, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui indiquer combien de caractères il faut. Mais il faut trouver déjà le nombre de caractères qu'il faut pour remplacer notre pointeur d'instruction. Une fois qu'on aura remplacé le pointeur d'instruction, on va pouvoir pousser tout ça et on va voir si on arrive à notre exploit. Qu'est-ce qu'un exploit? Pour rappel, eh ben, c'est une façon, une faille dans le système ou un vecteur d'attaque et c'est sa réalisation. Eh ben là, maintenant, on va voir en bas niveau comment ça se passe. Ok? Donc, je vais faire mon test. On va reprendre exactement ça et on va faire cette partie maintenant. Je vous ai parlé, on va faire notre GDB Secret Route, ok? Et on va voir un petit peu le résultat. Ça, je l'ai fait. On arrive dans Ponage DB. Maintenant, il faut tester notre cyclique, ok? Donc, starting programme, on lui a dit quoi? On lui a dit, hey Coco, on veut OPT, on veut Secret, Story. Ouais, j'ai des références, je sais. Route, et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, tac, tac, là, tu vas nous faire un petit cyclique, s'il te plaît, de 50. Tu seras gentil. Donc, il démarre le programme avec notre air cyclique en 50. Vas-y, mon gars, tu peux y arriver. Allez, mon gars, tu vois bien que t'as pas de connexion internet, là, on se réveille. Ok. Donc, j'ai fait planter ou pas? Yo, en standard in. Ouais. Du coup, ça l'a fait planter. Donc, il a dit quoi, l'autre animal, là? Oh, man, Lunasash, ok, je sais pas quoi. Bingo, laissez tourner. Donc, l'encre cyclique, elle va faire, par exemple, A, 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 B, A, 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 C, A, 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 D, A, 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 E, A, 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 F, A, 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 vous avez compris, ok? C'est pour ça qu'on parle de cyclique en 4. Ça nous permet de mieux comprendre le contrôle sur certains registres au niveau du programme, en fait, hein. Et on va voir, grâce à ça, on va pouvoir trouver une erreur de segmentation
segmentation mémoire et on va pouvoir modifier le pointeur. Et en modifiant le pointeur, eh ben, on va faire des instructions qui ne sont pas voulues par le programme. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu que notre fonction shell, elle va sauter. OK? Et donc, au lieu de faire l'opération finale, eh ben, ça va se terminer et nous donner les droits routes. Donc, c'est ce qu'on veut. Maintenant, nous, il faut qu'on trouve les instructions qui nous intéressent. OK? Donc, on va le laisser tourner, ça prend du temps. Il est en train d'analyser le programme. Alors, c'est un survol, hein. Je peux pas vous apprendre le code d'assemblage, le code assembleur, pardon, l'assemblage en 20 minutes. C'est impossible. OK? Même moi, c'est pas mon cœur de métier. Je suis en train d'apprendre tout comme vous. Donc, on va voir juste, parce que bah, c'est bien aussi de voir comment on peut bidouiller en plus bas niveau et voir un petit peu comment les choses s'embriquent. Donc aujourd'hui, on ne fera que survoler, ok? Et quand vraiment je serai à l'aise avec l'assembleur, je vous promets que je vous ferai des vidéos plus poussées. Après, je suis pas un charlatan de YouTube. Si je ne maîtrise pas le sujet, je ne peux pas vous donner des cours. Vous en êtes bien conscient. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, c'est sûr, si vous avez des connaissances au niveau de l'assembleur, bah, ça va aider. Mais on va voir qu'on est capable d'écraser l'instruction EIP, ok? Qui est connue sous le nom, je vous parlais de quoi tout à l'heure, du pointeur d'instruction. Donc le pointeur d'instruction, ça indique au programme le bit de mémoire à exécuter, hein. Et dans un cas idéal, bah, ça fera fonctionner le programme normalement. On est capable de l'écraser et on peut théoriquement exécuter n'importe quelle partie du programme à tout moment. Ok? Donc, le but c'est de pas être trop bourrin, puisque bien sûr, sinon on va faire cracher le programme, et c'est la dernière chose qu'on veut. Un bon buffer overflow, c'est celui qui fait planter le programme, mais proprement. Ok? On arrive à parvenir à nos fins, à faire à exécuter certaines fonctions, appeler certaines classes du programme, euh, et par exemple modifier des pointeurs d'instruction, certes, mais le dernier truc qu'on veut, c'est que le programme crache. Ok? Sinon, on ne sera pas parvenu à nos fins. Il faut qu'il crache proprement. Et nous, pour on recherche à faire un BOF, eh ben, c'est pour un exploit. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut se donner les droits routes. Donc, il nous faut trouver, en fait, le pointeur d'instruction. Ok? Donc, il est où notre IP? Déjà, ça, on a le backtrace F00. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour pousser, ok, et faire notre débordement de mémoire, tampon et réécrire notre pointeur d'instruction. Là, on voit qu'on a l'ESP. Ok, si je remonte. Le IP, il est là. Ok. Donc, on a trouvé, en hexadécimal, c'est 0x 61 61 61 6 C L A A A. Ok. Ça va être utile pour nous. On voit que le BP, il est légèrement différent, mais on est bien aussi sur du 61 61 61. Mais lui, on va pas s'en occuper. On va se focaliser sur ce pointeur. Ok. Ça, c'est notre pointeur d'instruction. Et il nous dit, tu vois là, il y a un problème de segmentation, ok? Il y a une adresse qui est invalide. Donc, on va se servir de cette faille, ok? Je résume au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que ça nous permet ça? Eh ben, si on regarde la fonction shell, ok, à partir de notre code source, eh ben, ça veut dire qu'on peut écraser son pointeur d'instruction, le EIP. Ok? Et donc, qu'est-ce que fait le EIP? Notre pointeur d'instruction, il pointe vers une fonction. Notre fonction, hein, c'est quoi? C'est la fonction shell. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous rafraîchis la mémoire. Notre fonction shell, on a vu que c'est elle qui s'occupait, ok, de faire le site UID, le set GID, et appeler via un appel système et lire le fichier var backup shadow.back. Ok? Elle est là. C'est celle-ci. Ok? Et il y a quoi là-dedans qui est compris? Il y a ces opérations. Après, on sort de la boucle. Ok? On passe à get input. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire si je résume?
on va se servir des avantages de l'apport cyclique. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé. Vous voyez, on teste via cette méthode. On a demandé un R cyclique en 50. On fournit une valeur de 50 caractères d'entrée en cyclique. Qu'est-ce que ça nous permet? En fait, l'entrée cyclique, elle se déroule en 4, en séquence, ok? En séquence même de 4 caractères par octet. Ce qui signifie en fait que nous sommes en mesure de calculer exactement le nombre de caractères que nous devons fournir pour pouvoir écraser quoi? Le IP. Et en écrasant le IP, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, on va écraser le pointeur d'instruction. Et en écrasant le pointeur d'instruction, qu'est-ce qu'on fait? Ça disparaît. Comme par magie. Qu'est-ce qui nous reste? C'est pas grave. Il nous reste ça. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Si vous voulez, il va y avoir une exécution quand même au niveau du set UID en 1000, set GID en 1000. Ça va nous donner les droits route. Par contre, là, c'est fini. Ça va s'arrêter. Au lieu de terminer l'instruction, de faire ce que le programme a été prévu pour, en modifiant le pointeur d'instruction, je le pousse à avoir un comportement anormal. Qu'est-ce que va me permettre ce comportement anormal via le BOF, un buffer overflow? Je vais pouvoir exécuter et faire des choses malicieuses. Là, ça sera quoi? Ça sera notre escalade de privé. On va maintenant exécuter notre cyclique. Ok? On a vu, on a trouvé notre pointeur d'instruction. On a notre IP. On a notre IP et on a vu sa valeur. Il nous rappelle que l'adresse est invalide. Ça, c'est un bon signe. Je vous ai dit, on va pousser le programme à l'erreur. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a quelque chose de bizarre, tu devrais creuser. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a une option avec cyclique, en fait, hein. Une fonctionnalité avec l'option "-l" qui permet l'exécution et de ce cyclique, donc de cet apport cyclique qu'on va utiliser. Et grâce à cette entrée cyclique, on va lui fournir quoi? On va lui fournir notre fault address. Quelle est la fault address? Elle est là. Invalid address. Ok? Là, on a sa valeur en hexadécimal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça nous dira exactement, en faisant cette opération, combien de caractères on doit fournir pour pouvoir écraser notre pointeur d'instruction, donc le IP. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire, et on va voir comment le programme réagit. Là, on voit qu'avec le F0, il nous rappelle, ok, que dans le backtrace, en effet, il a trouvé une adresse invalide. Ok? Donc, vous voyez que l'outil est super utile, puisqu'il va permettre de détecter, en ayant des connaissances, voir ce qui est poussé au niveau du registre. Ok? On a des instructions. Donc il y a le AX, le BX, le CX, le DX, le DI, le SI, le BP, le SP, le IP. Et qu'est-ce qui se passe? Ces instructions s'effectuent de façon séquentielle. On a une pile d'instructions. Je vais trop vite et c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que ce CTF est un peu de la fils de puterie. Pourquoi? Laissez-moi développer ma pensée. On travaille sur des choses là qui deviennent extrêmement complexes. Vous savez que le code assembleur, c'est euh, c'est la mecque, ok? Pour tout hacker, pour tout développeur, pour tout programmeur. Je vais vous rappeler quelques bases. Je vous ferai des cours, je vous le promets. Mais il y aurait tant à dire. Donc je vais vous parler des généralités en fait, hein, sur les registres. On va essayer de résumer au plus simple. Donc le microprocesseur, en fait, c'est le cœur de l'ordinateur, hein. C'est lui qui est chargé de reconnaître les instructions, de les exécuter ou parfois de les faire exécuter. Et chaque instruction, en fait, est présente sous une forme de suite de bits, ok? BITS. Pas confondre avec bytes. Et on les représente sous forme de notation hexadécimale. Ok? Un petit exemple, si je vous donne B44C, ça va faire une suite de 0 et de 1. Ok? Ça sert à rien que je vous le dise en binaire, on s'en fout. Mais que vous compreniez le concept. Une instruction, en fait, ça se compose
d'un code opérateur. C'est ce qu'on appelle l'opcode, qui désigne en fait l'action à effectuer. B4, dans notre exemple, eh ben, on appelle ça un champ d'opérande, en fait, et sur lequel porte l'opération. L'opérande s'effectue en 4 C, ok? B, 44 C, ok? Opérande 4 C. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour travailler, là, on est en très bas niveau. Je vous ai montré tous les langages. Enfin, on utilise les langages de haute abstraction. Ok? C'est tous les langages orientés objets et tout ça. Là, on est au plus bas niveau. Après ça, vous faites l'amour au microprocesseur avec des zéros et des 1. Ok? Juste au-dessus, on a quoi? On a l'assembleur. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait une opération de désassemblage. Ok? Pourquoi les registres? Laissez-moi un peu vous parler des registres très succinctement, ok? Je ne vous apprendrai rien, mais encore une fois, il faut contextualiser, sinon on ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Pour travailler, en fait, le microprocesseur, il utilise des petites zones de mémoire, en fait, hein, où il peut stocker quoi? Des données. Ces zones, elles portent le nom de registres. C'est pour ça que là, vous voyez registers. Registers, en anglais, c'est quoi? Ce sont les registres, comme vous l'avez compris. Et donc, qu'est-ce que permet le registre? En fait, ils permettent des accès, comment dire, très rapides en fait, hein, dans la mémoire, puisqu'elles sont implantées au niveau du microprocesseur lui-même en fait, hein, et non de la mémoire vive. Alors, je vais développer sans vous perdre, sans vous saouler et tout ça. Je comprends qu'on ne soit pas fasciné par le sujet, qu'on n'ait pas des connaissances au niveau du hardware. Là, on va parler hardware. Vous avez des caches L1. Après, on a eu des caches L2. Maintenant, on a des caches L3. Bientôt, on aura des caches L4. Ok? Ces caches, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des infimes parties de mémoire qui sont directement sur le die. D-I-E. Qu'est-ce que le die? Le die, eh ben, c'est le cœur de votre microprocesseur. Ok? Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire qu'il y a une mémoire qui est partagée. On appelle ça des caches. Ok? Et plus on monte L1, L2, L3, plus le cache est réduit. Ok? Très souvent, on vous vend un microprocesseur, ok, avec son nombre de cœurs, son nombre de threads. Les threads, c'est quoi? C'est pas des cœurs physiques, c'est des cœurs logiques. Et avec les techniques d'hyper-threading chez Intel ou AMD à l'équivalent, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on appelle les SMT chez AMD. On a un cœur physique, deux cœurs logiques. Vous avez un 6 cœurs, mais dans le jargon, on va vulgariser, on va dire que tu as un 12 cœurs. Mais la réalité, c'est que tu as un 6 cœurs avec deux threads. Donc un 6 cœurs avec deux threads, 2 fois 6 est égal à 12. Ok? Donc ça, c'est un exemple. Mais en dessus, on vous donne la mémoire. La mémoire qui est sur le die. Et généralement, on parle de mémoire L2 ou L3. Je peux vous montrer un exemple tout de suite. Je veux acheter un processeur Intel. Allez, je suis un grand malade, j'ai beaucoup d'argent. Je vais prendre un i9. Je vais prendre un i9. Voilà, 9900K. Ok? Parce que moi, j'aime bien Intel. AMD est bien meilleur. Mais je suis un bon capitalier, je me pose pas trop de questions. Et puis on m'explique que Intel c'est bien mieux qu'AMD, donc je vais pas creuser, essayer de comprendre. Je vais consommer bêtement. 435 €, parfait. J'ai beaucoup de pognon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? Processeur, 8 cœurs, 16 threads. Donc, ce que je vous disais, ça se confirme. On multiplie par 2. Ok? Les threads sont multipliés par 2. Si j'ai 8 cœurs, j'ai 16 threads. Ok? Ensuite, j'ai le socket. Ok? Le socket, pour vous rappeler un peu, vous rafraîchir la mémoire, quand vous installez votre processeur, vous êtes au format LGA. On a un autre format qui s'appelle le BGA. BGA, le problème, c'est que tout est soudé directement
sur la carte mère, vous ne pouvez pas changer de processeur, à moins de sortir le fer à souder et d'avoir de sérieuses connaissances en électronique. Ok? Le LGA. Le LGA, pas de problème. J'ai une carte mère qui accepte du socket, là en l'occurrence 1151, je peux mettre tous les processeurs qui sont en socket 1151. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois le cache L3. L3, au niveau L3, je sais que j'ai 16 MO, ok? De niveau 3. Donc vous voyez maintenant, on est au niveau 3. Les futurs processeurs, bientôt, on aura encore un quatrième cache, ok? Parce que s'il y a un cache L3, forcément, ça veut dire qu'il y a un cache L2 et qu'il y a un cache L1. Ok? Pareil, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de vous perdre. Mais à quoi ça sert? Eh ben ça permet de stocker quoi? Mes registres. Mes registres. Les registres sont dans cette mémoire du microprocesseur et ça permet un accès très rapide. La mémoire est directement fusionnée avec le microprocesseur. Vous savez qu'en informatique, au niveau hardware, un chemin, ça coûte. C'est-à-dire que si votre RAM, elle est à 1 centimètre sur le wafer, sur la galette qui a permis de faire la galette de silicium qui a permis de faire votre carte mère, eh ben, ce 1 centimètre, eh ben, ça va être un goulot d'étranglement. Vous allez perdre en bande passante. Ok? Plus vous êtes éloigné, bah, du processeur, plus vous allez perdre. Avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des contrôleurs mémoire qui étaient déportés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été intelligent, on a fait évoluer les processeurs. Maintenant, tous les processeurs que vous achetez dans le commerce, le contrôleur mémoire est intégré au processeur. Quel est l'avantage de ça? Eh ben, c'est ce que je viens de vous dire. Si le contrôleur est directement sur le die, il est plus déporté à quelques centimètres du processeur, je gagne en latence. Qu'est-ce que la latence? La latence se calcule en microsecondes, en nanosecondes. Ok? C'est le temps que qu'il va me falloir pour effectuer une opération de base. Ok? Votre RAM, elle tourne à une certaine fréquence et elle a ce qu'on appelle un CAS, une CL, ok? Avec des numéros comme 14, 14, 14, 36 à une telle fréquence, ok? La vitesse de votre RAM va induire la fréquence du contrôleur mémoire tout ça va déterminer la latence de votre architecture, de votre PC dans son ensemble. Au niveau de quoi? C'est la Sainte Trinité, le processeur, la carte mère. La carte mère, c'est quoi? C'est le contrôleur mémoire et la RAM. Ok? Donc, je résume. Sur une carte mère, on a quoi? On a un processeur. Le processeur, il a besoin d'un contrôleur mémoire. Le contrôleur mémoire, maintenant, il est installé sur le processeur. La RAM, vous les mettez dans les slots. Et on a deux trucs aussi, mais euh, qui évoluent également. On a le North Bridge et on a le South Bridge. Qu'est-ce que fait le North Bridge? Eh ben justement, lui, il va connecter la carte 3D, la RAM, le processeur et permettre toutes ces opérations complexes et réduire au maximum le temps de calcul et la latence. Et ben justement, le Northbridge a évolué. Avant, c'est lui qui avait le contrôleur de mémoire. Maintenant, le contrôleur de mémoire a été déporté du Northbridge vers le CPU. OK? Et ensuite, on a le Southbridge. Donc, le Southbridge, il s'occupe de quoi? De tout ce qui est périphérique, ok? Tout ce que vous connectez, toutes les entrées, sorties, que ça soit des claviers, des écrans, que ça soit des souris, que ça soit des grappes de disque dur de SSD, ça c'est de l'entrée et c'est de la sortie. C'est ce qu'on appelle les I/O en informatique. Input, output, ok? Donc tout ça, c'est géré par le Southbridge. Ok? Donc une carte mère, c'est quoi? C'est un processeur avec un contrôleur mémoire qui va s'interfacer avec les barrettes de mémoire que je vais mettre sur ma carte mère. Et pour faire fonctionner tout ça,
j'ai besoin d'un North Bridge, et pour connecter toutes mes périphériques à mon ordinateur, j'ai besoin d'un SAS Bridge. Ok? Donc les registres, les fameux registres, ils sont présents directement sur vos puces Intel ou AMD. Je vais vous parler d'Intel parce que mon premier processeur Intel c'était 1988. Ok? Je suis un vieux con. Donc on a quoi chez Intel? Et c'est quasiment pareil chez AMD. On a quatre types de registres. On a les registres généraux en 16 bits. On a les registres de segments en 16 bits. On a les registres d'offset en 16 bits. Et on a les registres des indicateurs également en 16 bits. 16 bits plus 16 bits plus 16 bits plus 16 bits, ça fait quoi? 16 plus 16, 32. 32 fois 2, 64. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez des processeurs 64 bits. Bravo. Vous commencez à piger. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, là, on est en train de jouer. On est en train de jouer sur ces fameux registres. Et on a une pile d'instructions. Ok, je vous ai dit, on a cette pile. Je vais pas rentrer encore dans le détail. J'ai pas envie de vous perdre. Mais je vais vous parler des registres généraux. Ok, oubliez cette lettre E. Regardez juste les deux lettres suivantes. AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP, IP. Ok? Je vais vous en parler de certains qui sont présents ici. Je ne vais pas développer, sinon je pourrais vous faire des cours. Pour apprendre l'assembleur, ça va être des années de boulot. Ok? C'est un truc de malade. Alors on va vulgariser au maximum parce que j'ai pas envie de faire le CTF et de me la péter. Ouais, t'as vu, j'ai fait le CTF et que vous, ça vous serve pas. Si c'est juste pour regarder bêtement des vidéos sur YouTube, eh ben vous savez que ma chaîne est pas là pour ça. Moi, je partage ma connaissance, je partage mon savoir et c'est un plaisir que je le fais. C'est la mentalité hacker, ok? Le savoir, ça se partage. Donc, pourquoi ça? Les registres. On a des fonctions privilégiées qu'on appelle AX, BX, CX, DX. Les AX, on appelle ça des accumulateurs. Ok? Retenez juste ça. Les BX, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la base. C'est comment dire, les registres de base, en fait, au niveau des fonctions privilégiées. Ensuite, on a les compteurs. Là, j'ai un compteur. CX. Ok? Après, j'ai quoi? J'ai du DX. Eh ben, ça tombe bien. AX, BX, CX, DX. C'est les fonctions privilégiées de quoi? Des registres généraux. Ok? AX accumulateur, BX base, CX compteur, DX données. Alors, je vais développer un peu et après, je m'arrêterai là. Sinon, je pourrais parler encore pendant des heures. L'AX, c'est le plus important. Enfin, en tout cas, c'est le registre, je vous parlais des entrées-sorties. En anglais, on appelle ça les IO, les IO. I, input, O, output. On lui donne des paramètres avant d'appeler une fonction ou une procédure. En fait, il est également utilisé pour de nombreuses opérations arithmétiques, telles que la multiplication ou la division des nombres entiers. Là, on parle d'integer. On travaille que sur des entiers. On ne fait pas quoi? Du floating. C'est quoi le floating? C'est de la virgule flottante. Vous savez que votre processeur, il calcule que des entiers. S'il a besoin de faire des calculs en virgule flottante, donc avec des virgules, eh ben, il a quoi? Il a un coprocesseur arithmétique. Ok? C'est une petite puce où tous les calculs sont dédiés là-dessus, sur cette puce. Et le processeur, je vous en ai pas parlé et je m'arrêterai là. Il a également des instructions. On a un paquet d'instructions. Quand j'étais jeune, on avait les instructions MMX. Ok, le premier Pentium, Pentium 1, on a eu les instructions MMX. Après, on a eu les SSE, les SSE 1, 2, 3, 4. Bref, les TSX. Bref, plein d'instructions. Et qu'est-ce qu'une instruction? C'est un jeu d'instructions. Ces jeux d'instructions sont intégrés directement de façon hardware sur la puce, sur le die. Qu'est-ce que ça me permet
de faire ça. Pourquoi? Pourquoi ça en fait? Parce que si vous les émulez de façon logicielle, vous perdez en puissance. Vous aurez toujours plus de puissance de calcul quand vous faites ça nativement au niveau du hardware. C'est pour ça qu'on code des sets d'instructions, des jeux d'instructions dans les microprocesseurs pour qu'ils soient beaucoup plus réactifs, beaucoup plus efficients. Ok? En termes de logique mathématique, d'opérations arithmiques qu'on leur demande. Ok? Vous utilisez un ordinateur, c'est totalement transparent pour vous. Mais derrière, vous savez que c'est bien plus compliqué que ça. Ok? Et bah justement, les jeux d'instruction aussi. C'est vraiment important. Donc là, je m'arrêterai là. On est en train de jouer sur des registres. Moi, je vous ai dit, dans ces registres, on a aussi l'EIP. L'EIP, c'est quoi? C'est mon pointeur. Et c'est exactement ça que j'ai envie de modifier. Pourquoi? Pour pouvoir devenir route dans la machine, grâce à un buffer overflow. Donc là, on va passer à la pratique. Je suis désolé, il fallait que je développe. Je pense que j'ai perdu la moitié de mon audience ce soir. Mais voilà, fallait développer. Et puis il y a des gens qui m'ont dit ouais, quand est-ce qu'on passe à l'ingénierie inverse, quand est-ce que on passe vraiment en bas niveau? Eh ben ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas arriver à poil, les mains dans les poches, les gars. Moi aussi, je suis en train de passer mes examens, je continue les études, même un vieux con qui fait ses cours du soir, je suis en train d'apprendre, tout comme vous. Et encore une fois, j'ai l'honnêteté intellectuelle de jamais vous dire ouais ouais ça a pas de problème, je te l'apprends, je te fais une vidéo dessus. Quand je vous fais des vidéos sur des sujets, c'est que je maîtrise parfaitement mon sujet. J'ai pas besoin de notes. Le jour où j'ai besoin de prendre des ressources internet, de regarder des solutions de capture de flag et tout ça, c'est que je suis pas honnête avec moi-même et je suis pas honnête avec vous. OK? Si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vous avez un minimum confiance en moi et je vous en remercie. Et voilà, moi c'est pareil en retour, je me dois de d'être le plus franc avec vous et le plus honnête, ok? Intellectuellement parlant. Jamais je vous dirai bah demain, t'inquiète pas, je vais t'envoyer 20 heures de vidéos en bas niveau. Non, je suis en train d'apprendre, ça viendra. Mais en tout cas là, je suis en train de vous transmettre le peu que moi j'ai appris et j'ai compris. Ok? C'est pour ça que ça prendra du temps. Je vous ai dit, le hacking, c'est multidisciplinaire et ça prendra du temps. Donc je m'arrête là, assez blablaté, c'est mon grand défaut. Vous savez que je suis une grande pipelette, en plus d'être un homme sensible. Mais ça c'est petit clin d'œil à la recette de notre cabillaud. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va abuser de la machine. Donc on est reparti, je relançais la machine, comme vous vous en doutez. Là, je pense que j'ai plus du tout la main, c'est déconnecté. Je vais me reconnecter à Chorizo. Donc on va pas s'emmerder avec le host. Donc je vous ai dit pour que ça fonctionne, hein, le GDB et le Pawn DBG en SSH. Sinon, ça marchera pas avec le shell. Il n'était pas complet. Contrairement à ce que je vous avais dit dans la partie 1, je m'étais trompé. Ok? Donc là, on sait que c'est quoi? C'est Pingu à Pingu. On a vu que c'était son mot de passe et bah, son accès à un SSH. Donc je relance. Qu'est-ce qu'on a vu? Je veux GDB. Je sais que c'est dans ETC. Hidden. Attendez, là, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là, j'ai repris. Non, OPT Secret Route. Autant pour moi. Donc, vous aurez toujours cette phase où on passe par le plugin. Le plugin GDB va en gros, comment vous expliquer, charger ça en mémoire. Ok? Il va charger ça dans la RAM et après on a un autre logiciel parce que lui c'est un simple plugin mais qui vient se créer à Pawn DGB. Ok? C'est l'inverse, hein. BDG, pardon, excusez-moi. Et donc, ça va nous permettre en fait de faire tourner en mémoire le processus. Là, en l'occurrence, on sait que c'est un programme
et on veut usurper les droits, on veut faire un buffer overflow, un dépassement de mémoire tampon pour pouvoir accéder et devenir root. Donc d'abord, première étape, je reviens là-dessus, même si je vous l'ai déjà dit, on lance notre plugin. Il charge tout en mémoire. Donc quand je parle de la mémoire, je parle de la RAM, hein, vous le savez, Random Access Memory, la mémoire vive. Donc là, il est chargé. Qu'est-ce qu'on a vu? On passe à la deuxième étape. Je relance, je refais de façon séquentielle. Ok, là c'est bon, c'est chargé, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais lui demander, on avait vu cette attaque cyclique. Ok, je fais copier-coller pour aller plus vite. Sinon, on va passer des heures, c'est pas le but. On le laisse tourner. En tout cas, il y a un truc que je peux vous dire. Le jour où vous gérez l'assembleur, vous êtes des dieux dans la machine. Vous savez, ça c'est mon expression consacrée. Et bah, ça fait référence au manga qui m'a fasciné quand j'étais petit, c'est Ghost in the Shell, ok? Le fantôme dans la coquille. La coquille, vous savez, pour nous, c'est quoi un shell? C'est nos river shells qui nous permettent d'accéder à des ordinateurs, ok? Et le fantôme, je vous ai dit, lors d'une cyberattaque, vous devez être furtif, indétectable, ok? Vous êtes des guerriers de l'ombre. Et ça s'apprend, et ça prendra du temps. Et maîtriser l'assembleur, c'est devenir des dieux. Ok? Vous surpasserez tout le monde. Vous serez capable d'attaques en très bas niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un hacker? Ça veut dire que on peut pas vous arrêter. Il n'y a aucun système qui peut arrêter une attaque en bas niveau. C'est impossible. Donc, vous pourrez accéder à n'importe quoi. Vous serez des dieux. Ok? Mais encore une fois, le savoir est une arme. Je vous le répète tout le temps dans mes vidéos. Ne faites pas n'importe quoi. Ayez une éthique. Ok? C'est important. C'est comme Spider-Man. Qu'est-ce qu'on dit? De grandes responsabilités impliquent de grands devoirs. Ok? Et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Bah, c'est exactement ça. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez pas des petits cons. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes extrêmement intelligent. Faites pas, vous servez pas de votre intelligence pour faire le mal. Il y a trop de gens qui le font. Donc, papy, il est en train d'analyser tout ça. J'ai le temps de boire 8 cafés et on arrive au résultat. Donc maintenant, on va passer à la partie vraiment exploitation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon pointeur. Mon pointeur, il est là. Eh ben, on va lui dire, écoute, tu vas abuser là. Il y a quoi? Une adresse invalide? Eh ben, tu sais quoi? On va se faire ça. Qu'est-ce que je lui demande? Encore à nouveau de faire une attaque de façon cyclique. Je mets mon argument L et qu'est-ce que je fais? Eh ben je reprends ce qu'il m'a donné. On a vu que quoi? Ça c'est quoi? C'est ça. Ça c'est quoi? C'est le IP. Et ça c'est quoi? C'est notre pointeur. On va modifier le pointeur. Et on va voir comment le programme réagit. 44. Qu'est-ce que ça veut dire 44? Je pense que vous avez compris. C'est qu'il va nous falloir faire une opération itérative 44 fois pour pouvoir faire notre buffer overflow. Ok? Grâce à cette étape, eh ben, on va pouvoir tromper le système. Donc maintenant, on va voir comment on peut manuellement abuser de cette technique. Ok? On peut faire, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle une conversion manuelle. Ok? Grosso modo, je peux demander à Python de m'afficher n'importe quoi, hein, peut-être A, jusqu'à qu'on fasse le buffer overflow. Donc, si je résume, on parle d'adresses mémoire qui sont en hexadécimal parce qu'on est en bas niveau. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a à fournir 44 caractères, puis il nous faut fournir quelque chose d'autre en fait, hein, pour faire notre buffer overflow. Donc, il va falloir qu'on creuse et qu'on découvre en fait quelle est cette suite
d'instructions. Là, on a déjà récupéré, on a bien avancé. On sait qu'il nous faut 44 caractères d'entrée et après on pourra écraser notre pointeur, le IP. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on continue notre pré-exploitation. Ça, c'est la première étape. Ça, on le garde sous la main et qu'est-ce on retient 44. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter le binaire. On va créer manuellement un binaire qui va nous permettre de faire notre dépassement de mémoire